en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Pourquoi Pacifique de Cécile Portier, paru aux éditions Elle en 2025. Ce livre fragmentaire explore le Pacifique comme un espace mental, poétique et politique plutôt qu'un lieu géographique. À travers un voyage en canapé, l'autrice interroge l'inaccessibilité physique et symbolique de l'océan, devenu surface de projection des fantasmes, des catastrophes et des dominations. Le récit mêle critique de la colonisation, des ravages nucléaires, du capitalisme extractiviste et observation ironique de notre monde numérique, passif et vampirique. Le texte navigue par rebonds et pas de côté entre observation géopolitique, fiction, écologie et méditation sur le langage. Refusant toute structure linéaire, Cécile Portier propose une dérive littéraire où l'océan, comme l'écriture, devient fluide, éclaté, imprévisible, miroir instable des tensions humaines et planétaires. 141 degrés, 3 minutes est, 37 degrés 42 minutes nord, centrale de Fukushima. Les tsunamis sont toujours médiatiques, excessivement. C'est-à-dire que la première vague est suivie d'une seconde, plus sonore, plus brouillonne, et qui aggrave tout. La première vague est principalement composée d'eau, la seconde de commentaires à haute teneur de superlatifs. Il est possible néanmoins de neutraliser cette seconde vague, garder l'image, couper le son, ou le laisser couler s'il est en japonais. Essayons avec cette vidéo du 11 mars 2011. Le début de la séquence met en scène un paysage calme, filmé depuis un point haut. Un bord de rivière tracé à la règle qui part en diagonale vers son point de fuite, une eau très plate dans la rivière très large, bordée d'une route, elle-même bordée d'un parking presque vide, que ferment quelques bâtiments en béton tellement fonctionnels qu'ils en oublient d'être laids pour être seulement gris. Ceci pour le côté gauche de l'image. Sur la droite, c'est un agencement précis de maisons, légères mais cossues, portant toit comme casquette et bordées de petits jardins potagers. Tout est très bien dessiné. On reste comme ça à regarder le temps qui passe. Still life. On s'ennuie un peu, alors on clique sur la flèche pour aller un peu plus loin dans la vidéo. Plus loin, c'est la même chose, exactement. Seulement la bande-son a changé. Un haut-parleur hurle des ordres qu'on ne comprend pas. On ne voit personne à l'écran. Les rues sont désertes, les fenêtres des maisons sont vides. On se surprend à s'irriter que la vie normale dure tellement longtemps sur l'écran. 5 minutes plus tard, enfin, quelque chose survient. À la surface de la rivière, une ride, un ourlet, qui arrive tranquillement depuis l'aval. On se dit « Ah !» Et juste après, c'est tout. À combien de kilomètres de la mer nous sommes, ce n'est pas indiqué. C'est la question qu'on se pose pour ne pas être déçu. Si nous sommes loin, cette vingtaine de centimètres en plus qui se déplace gentiment sur l'eau habituelle pourrait être un phénomène, une sorte de gentil mascaret. Le mot même nous douche. Mascaret ? Alors pas besoin de voyager si loin, nous avons la même chose à Bordeaux. On en est là de notre déception quand on s'aperçoit que, sans crier gare, le fleuve a grossi. Ça a monté plus qu'on aurait cru, comme ça, en quelques secondes. Tiens, ça remonte sur les quais. L'eau est boueuse, on voit des grosses choses blanches charriées dedans. Qu'est-ce que c'est ? L'eau déborde sur la route. Les choses blanches sont des voitures, sont des camions, sont des maisons. Il n'y a plus de route. L'eau rentre dans le parking tranquillement et charrie d'autres voitures encore, les pousse. Elles n'opposent aucune résistance. Elles se laissent emmener, entasser. Elles vont toutes s'écraser contre le mur en béton de ce bâtiment industriel en contrebas. Elles forment un gros amas, une sorte de monstrueux grumeau, et l'eau monte encore et passe à droite, à gauche, au-dessus du grumeau qui grossit encore,
pousse le mur de l'usine, et l'usine cède avec la même bonhomie que tout le reste sur l'image, s'écroule vers la droite de l'écran, se répand, vient se vautrer contre les premières maisons, lesquelles s'effritent, se dissolvent, et bientôt tout n'est plus qu'une vomissure de maisons liquides qui n'en finit pas de traverser le paysage, sans heurts, emportant tout. Ce tsunami ressemble à une prose, rien ne lui résiste. Pensez à l'angoisse qui me prend parfois, dans ce projet, devant le déferlement de la documentation. Sur d'autres vidéos, on remarque quelques points d'intensité, un immeuble en flammes qui vogue d'un seul tenant sur la boue en mouvement, une petite auto blanche qui un temps fait la course devant la vague mais se fait rattraper, un bateau de pêche projeté sur le toit d'une maison. Mais il y a trop de flux, de flots, et tout est filmé de trop loin, de trop haut. Tout paraît finalement paresseux et consentant, comme si le temps avait été ralenti. Il s'est pourtant accéléré. À la suite du séisme, Honshu, île principale du Japon, s'est déplacé de 2,40 m vers l'est. La Terre, cette patate, a déplacé une de ses bosses, sa vitesse de rotation a été légèrement accélérée. Nos jours désormais sont plus courts de 1,8 microsecondes. Mais bien sûr, de ce 11 mars 2011, nous ne déplorons pas nos jours écornés. L'animal minute que nous sommes ne saurait regretter une microseconde. De ce jour, nous retenons l'ennoiement de la centrale, la fusion des cœurs. Nos souvenirs sont là, après la fuite des voitures devant la vague, la fuite des voitures devant le nuage contaminant, invisible celui-là, et laissant les maisons bien en place. 138 degrés 88 minutes ouest, 21 degrés 83 minutes sud. Moruroa. Les mots invisibles sont les plus effrayants. Sur cette vieille photographie, par exemple, vous ne pouvez pas voir d'où ils vont arriver, car tout est beaucoup trop ensoleillé, mais vous connaissez la suite, qui instille dans le paysage une peur rétrospective. Examinons un peu cette image. On y voit un jeune militaire français qui pose torse nu, fumant sa cigarette. Derrière lui, un palmier. Vous vous dites en le voyant, ce n'est pas bon de fumer, ce n'est pas bon de s'exposer. Non. On sait très bien que les années 60 ignorent tout, font semblant de tout ignorer. Des goudrons dans les poumons, des brûlures de la peau. Et puis quoi? On fait l'armée et on aurait peur d'un coup de soleil. Ce jeune corps français a quelque chose d'américain. La blondeur peut-être, la rondeur des pectoraux, ou alors ce sont les sourcils en ponctuations asymétriques, façon James Dean, froncés par le souci de plaire et le soleil dans les yeux. Tout est neuf dans ce corps, tout est frime. Le jeune homme regarde l'objectif comme si c'était une fille à séduire, en ayant l'air de ne pas trop s'en soucier. Il est invincible. Ce n'est même pas lui qui mourra de désir. D'ennui peut-être, car il n'y a pas grand-chose à faire ici. Quand on a 20 ans, loin de chez soi, à l'été 70, personne à qui dire ici, à Moruroa, viens te promener avec moi, viens te promener sur le banc, Colette, sur le banc, Paulette. Ici, seuls les rivages ont des prénoms féminins. Viens te promener sur le banc, Zoé, soupirer sur le banc, Irène. Personne, ici, à qui compter Fleurette. Les rivages sont nommés, c'est tout ce qu'ils ont pour eux, de prénoms qui sentent bon les corsages blancs et tendus, les sourires timides, la fraîche eau de parfum. Je t'emballerai peut-être sur le banc, Anémone, ou sur le banc, Mathilde. Pour le reste, ils ne sont rien que des sortes de talus posés sur l'eau, des évocations hors de propos de jeunes filles couchées. Il n'y a rien, et ici on s'ennuie ferme, en juin 1966, à Moruroa. Alors on bronze, on fume. Le jeune homme a sur cette photographie un visage un peu plus dur qu'en vrai, à cause du soleil qui est dru et qui fait des ombres tranchantes. En vrai, on dirait de lui, c'est presque un enfant. Et maintenant, comment savoir? Est-ce qu'il vit encore en vieillard? Est-ce qu'il a eu une bonne vie? Quelle ride sur son visage? Les bancs de l'atoll aussi ont vieilli, spécialement le banc Colette, tout fissuré de partout. Alors on le surveille avec des extensiomètres, des sismomètres et des inclinomètres, pour vérifier qu'en profondeur, là où on a enfoui le plutonium et tout le reste, ça ne bouge pas trop. Le jeune militaire flambant, comment va-t-il aujourd'hui?
Il y a bien ce forum de discussion ancien col bleu et pompon rouge pour les anciens de la Marine nationale, où nous pourrions retrouver sa trace, peut-être. Mais impossible d'y entrer, il vous faudrait un matricule. Vous en restez donc aux conjonctures. Est-ce qu'il a fait des enfants avec une autre Paulette, Colette ou Mathilde? A-t-il déclenché dans le ventre d'une autre ce processus extraordinaire de multiplication de cellules qui se met à pulser? Ou bien c'est dans son propre corps qu'un jour ça s'est mis à s'affoler, sans que ce soit l'amour qui prolifère, sans que jamais le début d'un cœur se mette à battre dans cette tumeur de la peau, du cerveau? Ou bien alors tout s'est bien passé. D'être métropolitain, il a été mieux protégé, et si cancer il y a eu, c'est le soleil seulement, ou le tabac. Comment savoir? Ce qu'on sait seulement, c'est qu'à Mangareva, proche Mururoa, juste après le 2 juillet 1966, la radioactivité détectée dans l'eau de pluie était 11 millions de fois supérieure à la normale. Ce qui a plu ensuite, bien plus tard, peut-on dire que c'était une pluie, tellement c'était pas grand-chose, versement de quelques indemnités, 11, sur ces îles confettis. Depuis longtemps, la fête est finie. 165 degrés 37 minutes est, 11 degrés 60 minutes nord, Bikini. La première bombe française en Pacifique fut nommée Aldébaran, qui, en arabe, signifie la suivante, parce que dans le ciel, cette étoile suit les Pléiades. Pourquoi en arabe? Pourquoi la suivante? Parce qu'avant la Polynésie, la France a fait exploser ses bombes en Algérie. Petit clin d'œil, hommage en quelque sorte. On pourrait dire aussi qu'il s'agit de la suivante parce qu'avant la France, l'Amérique a fait exploser ses bombes déjà en Océanie. Et quoi? Je ne suis pas la seule à avoir fait du Pacifique mon territoire d'essai, et tout le monde ici se copie-colle. Les États-Unis, toujours premiers, arrivent donc sur l'atoll de Bikini dès février 1946. Le gouverneur militaire des îles Marshall expose au roi local ceci. Les scientifiques américains veulent transformer une grande force destructrice en quelque chose de bénéfique pour l'humanité et en finir avec toutes les guerres. Une caméra immortalise la scène. Êtes-vous prêts à sacrifier vos îles pour le bien de l'humanité? Leur demandent les Américains. Ce à quoi le roi répond, tout est bien, tout est dans les mains de Dieu. Le gouverneur reprend, si tout est dans les mains de Dieu, c'est forcément bien. Nous voyageons en Wikipédia, chacun son moyen de transport, et dans ce cabotage, nous apprenons que l'on peut aujourd'hui, sous réserve de signer une décharge indiquant que l'on renonce à toute poursuite en cas de cancer, se faire bronzer en bikini sur l'atoll de Bikini. La boucle est ainsi bouclée puisque le célèbre maillot de bain 2 pièces a été inventé au moment de ses essais nucléaires et commercialisé avec le slogan « Le bikini, la première bombe atomique ». Disons seulement que je préfère mon cabotage à leur cabotinage. 130 degrés 45 minutes est, 34 degrés 38 minutes nord, Hiroshima. On était bien parti là. On était parti vers des cieux où l'amour fait boum, où les bombasses sont reines, où la seule préoccupation valable est d'étudier la ligne de démarcation entre peau blanche et peau bronzée, extension du domaine du bronzage, ajustement maximal du tissu synthétique sur les courbes, et partout, l'odeur du monoï. Cela n'a rien à voir, mais le hasard fait bien les choses. Il existe un terme, monodéisme, qui désigne un trouble, fixation de la pensée sur une seule idée, concentration pathologique, délire systématisé sur un secteur limité. Le monoï, c'est ça. Un blocage olfactif qui finit par atteindre les neurones. On était bien parti pour en rester là, atteint d'hébétude et d'oubli, comme les lotophages de l'Odyssée, mais voilà derrière l'odeur du monoï, il y a cette effusion, cette propagation, cette contamination sans odeur qui réveille de tout, même des plus beaux songes. On était à Bikini, on croyait pouvoir se la couler douce, et nous voilà expulsés des atolls, renvoyés le 7 août 1945 à Hiroshima. Juste après. Juste après, ce n'était même plus un spectacle. C'était rien qui s'étalait partout. Les regards étaient vides, les peaux s'enlevaient par lambeaux, et quand on y retourne à cette date, à ce lieu, les mots font pareil, s'effilochent, ne tiennent plus à rien. Tout tombe par terre avant d'être décrit, et par terre, tout est gris.
Quoi dire d'autre ensuite? Se pourrait-il qu'il y ait des impasses en Pacifique, des points de désolation, des trous noirs dont il serait impossible de sortir? Pourquoi Pacifique? Parce que géologiquement parlant, on dit que c'est une dépression fondamentale. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.